donc je suis Clémence Demaison, coordinatrice paramédicale de l'UTEP, Saint-Louis-la-Riboisière, Fernand Vidal, et je m'occupe également du live Vigo TV en rhumatologie. Donc aujourd'hui, un peu comme les précédentes fois, mais je crois qu'il y a des petits nouveaux. Donc je serai votre porte-parole. Vous m'avez envoyé de nombreuses questions sur les douleurs, la gestion des douleurs, partie non médicamenteuse cette fois-ci. On avait vu au précédent live la partie médicale avec le docteur Blandin et avec notre infirmière spécialisée dans les douleurs la précédente fois. Donc cette fois-ci, nous sommes entourés de d'autres professionnels de santé de notre service de rhumatologie à l'hôpital Lariboisière. Donc je laisserai les présenter, mais je crois qu'ils nous ont préparé une présentation, un petit PowerPoint pour vous parler un petit peu plus de tout ça, et je poserai vos questions à la fin du live que vous m'avez envoyé par email. Je suis également garante du temps, donc nous avons une petite heure devant nous et de nombreux intervenants, donc c'est parti. Hélène, je te laisse te présenter. Oui, alors je suis Hélène Poineau, masseur kinésithérapeute à Lariboisière et instructeur en méditation de pleine conscience. Et nous avons Rémi. Oui. Bonjour, je suis Rémi Fléchon, ergothérapeute à l'hôpital Lariboisière. Et Marion, pour ceux qui nous suivent depuis le début, que vous avez déjà vu. Oui, donc Marion Landachigo, ergothérapeute également à l'hôpital Lariboisière. Et Sophie Kaila, notre patiente partenaire. Voilà. Et qui également énergéticienne et présidente de l'association Sourire, c'est agir. Dont tu nous parleras un peu plus tout à l'heure. Alors, Aline, est-ce qu'on a notre Olivier aujourd'hui? Je ne sais pas. Eh bien, je ne sais pas, peut-être qu'il va nous rejoindre, mais sinon, on va quand même suivre les questions que vous nous écrivez dans le chat. Je vous ai mis un petit message écrit pour que vous trouviez la fonctionnalité pour ceux qui ne sont pas familiers de ce système. Donc, tout au long de l'intervention, comme on a fermé les micros pour justement garder l'anonymat pendant l'enregistrement, nous poserons vos questions, donc Aline ou Olivier, en fin de live à tous nos intervenants. Donc, n'hésitez pas tout au long à rebondir et à nous écrire vos questions. Je vous laisse la main. Alors, je partage mon écran. OK. Hop. Est-ce que vous voyez? Très bien. Très bien. Alors, par contre, moi, j'ai là-bas. Bon, c'est pas grave. C'est bon Très bien. On il est t'écoute. vu? OK. Je vais peut-être arrêter comme ça sera bon. Donc, ce soir, je vais vous parler des médecines alternatives et complémentaires que je nommerai MAC, en qualité de patiente ressource qui en a recours et aussi en tant qu'énergéticienne. Alors, il est important de constater que comme toutes les pathologies, excusez-moi, je t'ai vu. Il est important de constater que comme nos pathologies, la médecine est diverse. Et cette diversité est une chance pour nos patients, pour nous en tant que patients. Ces médecines dites de bien-être sont souvent appelées médecine douce ou naturelle. Cependant, il existe des appellations différentes. Pour l'OMS, on parlera de médecine alternative et complémentaire, donc les MAC. Pour l'Académie de médecine française, on privilégie le terme thérapie complémentaire. Pour la Commission européenne, on parle de médecine non conventionnelle. Cependant, on s'accorde sur la définition de l'OMS, à savoir que les MAC sont des approches et des pratiques et des produits de santé ne faisant pas partie de la médecine traditionnelle ni conventionnelle du pays. Ces MAC peuvent se distinguer par 4 grandes catégories. Les thérapies biologiques, c'est-à-dire celles utilisant des produits naturels issus de plantes, de minéraux ou animaux. Les thérapies manuelles, donc kinésithérapie, ergothérapie, ostéopathie, dont nous parlerons tout à l'heure Hélène, Rémi et Marion. La troisième catégorie, c'est les approches corps et esprit, dont l'hypnose médicale, dont nous a parlé Olivier
dans un live précédent, la sophrologie et la méditation, dont nous parlera aussi Hélène. Et la quatrième catégorie, c'est les systèmes complets reposant sur des fondements propres, type Ayurveda, naturopathie, homéopathie. Tout cela reste un ensemble de techniques de soins, d'approches environnementales et d'approches humaines. L'objectif des MAC… Alors, excuse-moi Sophie, je te coupe juste 2 minutes parce que je Oui. vois qu'il y en a qui grattent. Le tu es… support sera donné, en fait. Voilà. Oui, ne vous inquiétez pas, le support sera donné avec des documents, avec les liens et tout ça, il n'y a pas de souci. Comme à chaque fois, on vous fournit toute la bibliographie qui Oui. va avec le sujet. C'est bon, vous pouvez stopper, tout vous sera donné. Alors, l'objectif des MAC est de traiter et ou soulager certains symptômes, d'améliorer la qualité de vie ainsi que la recherche de bien-être de personnes. Elle se pratique avec une prise en charge de la personne dans sa globalité, avec un corps et un esprit qui doivent fonctionner en synergie. Et il faut aussi signaler que ces thérapies peuvent se réaliser de manière individuelle ou en groupe. Alors, on dénombre 400 MAC et seulement 4 peuvent faire l'objet de titres et mentions autorisées sur les plaques et ordonnances par le Conseil d'ordre, à savoir l'homéopathie, l'acupuncture, l'ostéopathie et la mésothérapie, une technique médicale alternative qui consiste en des injections ciblées de médicaments dans la couche profonde de la peau. Donc, comme je l'ai indiqué au tout début, il existe de nombreuses diversités en médecine et pour preuve, nous sommes 7 milliards d'individus et seulement 1,5 milliard sont traités par de la médecine conventionnelle. Je vais vous donner aussi quelques chiffres pour que vous puissiez voir comment se situent les Français à ce sujet. Donc, une enquête sur les MAC a fait ressortir de nombreux points importants, dont que 40% des Français y font appel. Sur ces 40%, 78% les jugent efficaces et sont utilisés en prévention. 72% les évaluent comme importantes en complément de traitements conventionnels, même dans le cas de cancer. Alors, on a toujours le choix pour les MAC, à savoir que vu qu'il y en a 400, mais il suffit de faire le bon, à savoir soit le bon choix, soit le saut, pour se lancer, pour y arriver. Alors, je vais vous citer quelques MAC que vous pourrez expérimenter pour soulager les douleurs chroniques dues au rhumatisme. Alors, je n'ai pas choisi les plus connus pour vous permettre des découvertes. Je ne vais pas pouvoir non plus toutes les détailler, mais cela peut vous donner des envies et je reste à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires. J'ai réalisé des regroupements. Donc, le premier regroupement que j'ai fait, c'est les thérapies dites manuelles, où on peut, comme MAC, on peut avoir la relaxizénie, c'est-à-dire une technique ayant pour effet un relâchement des muscles et du corps tout en entier et qui permet de libérer l'esprit de ses préoccupations. L'éthiopathie, qui utilise le pouls radical pour échanger avec notre système nerveux neurovégétatif. L'EFT, qui est un peu plus connu sous le MDR, donc c'est Emotional Freedom Technique, qui s'utilise par des pressions avec des doigts sur les méridiens d'acupuncture. La magnétothérapie, qui utilise des aimants à des fins thérapeutiques. J'aime bien celle-ci, la sympathicothérapie. C'est une stimulation des points réflexes se situant sur la muqueuse à l'intérieur des cornets nasaux. Alors, je vous en parle parce qu'avec les tests PCR, maintenant, je pense que tout le monde sait où on se situe. Et ce sont des zones réflexes qui aboutissent sur de nombreux nerfs du système nerveux sympathique, d'où le nom de la thérapie. Et la fasciathérapie aussi, en exemple, c'est une thérapie manuelle qui agit exclusivement sur les fascias, ces fines membranes qui enveloppent les muscles et les organes. J'ai réalisé aussi un deuxième groupe sur les thérapies dites de corps et d'esprit, où on peut, donc la méditation, l'hypnose médicale, la sophrologie et les thérapies énergétiques. La bioénergie, qui est une analyse de la provenance des blocages énergétiques et qui va travailler sur les perturbations de flux d'énergie dans le corps. Et la chromothérapie, qui est
ou la couleur thérapie. Chromothérapie ou couleur thérapie, c'est la même chose. Et on utilise la lumière pour agir à la fois sur le plan physique et psychique. L'autre groupe que j'ai réalisé, c'est les systèmes complets et les thérapies dites biologiques. Donc l'acupuncture, la naturopathie, phytothérapie, homéopathie, etc. Un autre groupe plus en mouvement, je dirais, avec de la gym sensorielle, qui consiste à faire des enchaînements et des mouvements codifiés en respectant les lois physiologiques du mouvement, effectués dans une lenteur sensorielle extrême. Moi, j'ai essayé, c'est assez sympa. Mais il faut se laisser aller. Et en groupe, c'est vrai que c'est bien. Individuellement, on se laisse un peu moins, mais avec le groupe, c'est assez sympa. Donc, je vous conseille vraiment. Donc, il y a la kinésiologie, la balnéothérapie, les cures thermales, la physiothérapie, l'antigymnastique. Alors, ça aussi, j'ai essayé, c'est très bien. Je sais que le centre antidouleur de Saint-Louis peut nous envoyer vers des très bons thérapeutes sur Paris. Et donc, c'est une alternative parfaite à la gym traditionnelle. Donc, l'antigymnastique permet de retrouver vitalité et bien-être grâce à un travail en profondeur sur toutes les parties de votre corps. Donc, encore une fois, ça peut se faire en groupe ou individuellement. Et la biodanza, donc ça, c'est juste parce que je trouvais ça sympa comme nom. Donc, bio qui veut dire vie et danza en danse en français. Donc, c'est la danse de la vie. Le dernier groupe que je voulais indiquer, c'est surtout que dans les MAC, en fait, un soin passe aussi par la distraction. Donc, c'est pour ça qu'on peut soulager aussi nos douleurs en faisant de la musicothérapie, par exemple, l'art-thérapie, la bibliothérapie ou tout ce qui est socio-esthétique. Donc, voilà, donc vous avez vraiment un large choix. Et encore, je n'ai pas tout cité. Et donc, une fois que vous avez fait votre choix, il y a quand même des précautions à prendre avec les MAC. Parce que les bonnes intentions ne suffisent pas, la vigilance s'impose. Donc, avant d'essayer, il ne faut pas oublier que les MAC peuvent accompagner un traitement, mais en aucun cas s'y substituer. Arrêter de son propre chef ou à la demande d'un non-médecin un traitement médical pour le remplacer par un produit de médecine alternative et complémentaire est extrêmement dangereux. Un traitement naturel n'est pas synonyme de sans danger. De nombreuses substances végétales, par exemple, sont extrêmement toxiques. Je crois qu'on en parlera, Clémence, parce qu'on parle on a eu une question sur les huiles essentielles. Et c'est là que j'aimerais vraiment insister sur le fait de l'importance d'en parler à votre médecin quand vous décidez de réaliser, de mettre en place, en fait, de pratiquer une MAC, soit votre médecin, soit avec le personnel soignant. En fait, il faut jouer la transparence parce que des fois, des mélanges de produits avec les médicaments, etc., ça peut être assez dangereux. Et en plus, il peut y avoir des contre-indications et c'est important d'en parler vraiment avec le personnel soignant. Alors, n'écoutez pas non plus les individus proposant des solutions miracles. Cela n'existe pas. Alors, la santé est la deuxième préoccupation des Français. Donc, une donnée que de nombreux charlatans et d'individus mal intentionnés ont parfaitement intégrée. Ils utilisent le champ des MAC, aujourd'hui encore mal encadré par la loi, pour duper des personnes fragiles. Non seulement ils promettent des remèdes miracles à des prix très élevés, mais ils tentent aussi de rompre le lien entre le patient et les médecins conventionnels, afin d'avoir une certaine emprise sur eux. Donc, si vous êtes confronté à ce type de pratique, n'hésitez pas à le signaler. Il y a un site du gouvernement qui s'appelle, je vous donnerai les liens tout à l'heure, Mivilude, qui, en fait, on peut, entre guillemets, dénoncer le pseudo-thérapeute. Et il y a aussi des documents pour des éventuelles questions que vous pouvez poser au thérapeute, à savoir si c'est bien quelqu'un de recommandable, en fait, on va dire. Il est important aussi de se rappeler que seul un médecin établit un diagnostic médical. Une personne non titulaire d'un diplôme médical s'expose à des poursuites et une condamnation pour exercice illégal de la médecine s'il établit un diagnostic
ou préconise un traitement médical. La médecine alternative aussi peut coûter cher, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Les tarifs des praticiens sont libres. Il faudra souvent compter, selon la pratique, entre 50 et 100 euros par séance, des fois, voire même plus. Certains professionnels, enfin, les praticiens le font plus cher. Mais cependant, certaines mutuelles se sont spécialisées dans les MAC et proposent des offres avantageuses de remboursement. Donc, je vous conseille de vous renseigner auprès de vos mutuelles pour savoir si vous n'avez pas des offres ou pour découvrir une MAC en fin de compte et voir si cela peut aussi vous soulager au niveau des douleurs. Ne pas oublier aussi que c'est un investissement personnel. Il faut se prendre en main. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de petite pilule miracle. Avec les MAC, c'est vous qui apprenez à maîtriser votre corps et votre esprit et qui prenez le contrôle de votre santé. Ça, c'est important aussi. Il faut en prendre conscience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se lancer comme ça et s'attendre à une séance, un remède miracle. C'est en fonction de vous, de votre état d'esprit, que vous pouvez avancer. Et il faut surtout aussi se faire confiance et être à son écoute. Alors, quand je dis se faire confiance, c'est qu'une MAC peut convenir à une personne, mais pas à une autre. Vous pouvez aussi avoir essayé une MAC qui ne correspondait pas à vos attentes à l'instant T, mais que la maladie peut évoluer. Et de ce fait, cette MAC peut, aujourd'hui, parce que la maladie a évolué, correspondre à vos attentes. Donc, c'est super important de, si on ne le sent pas, on ne le fait pas. Il ne faut pas non plus se braquer, se dire, je l'ai fait, mais ça ne m'a rien fait, parce qu'en fin de compte, comme la maladie peut évoluer, il faut garder ça à l'esprit, en fait, que les MAC peuvent convenir à un instant, à un moment donné. Et encore une fois, ce n'est pas parce que ça a fonctionné chez quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage que ça peut aussi fonctionner sur vous. Donc, je finirai là-dessus sur le fait que d'être acteur ou actrice de sa santé, c'est un choix personnel, un acte libre et volontaire. Et il faut trouver un équilibre entre la médecine conventionnelle et les médecines alternatives complémentaires. Donc, comme je vous l'ai indiqué, en fait, les liens utiles sont Mévilude, où il met à disposition tous les critères et on peut démasquer et dénoncer les charlatans et les pseudothérapeutes. Il existe aussi un site internet recensant des thérapeutes, alors pas tous, mais du moins si ça peut vous aider dans votre choix à savoir vers qui je peux m'orienter, etc. L'annuaire, il peut vous orienter et puis en même temps, vous pouvez voir aussi si la personne est recensée ou pas. Et encore une fois, tous les thérapeutes ne sont pas dedans, mais ça peut être une base pour vous organiser. Et puis, donc, ce support, pour ceux qui ont pris des notes et d'autres documents, ils vous seront transmis par mail via Clémence. Yeah. Et voilà, je vous remercie de votre attention et de l'intérêt que vous avez porté. Merci beaucoup. C'était une très belle présentation. J'espère que maintenant, vous avez appris plein de choses sur les MAC et puis sur les recommandations. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut tester, il faut se lancer, il faut l'associer à la médecine traditionnelle. Merci beaucoup. S'il y a des petites questions, on les abordera tout à l'heure. Mais merci Sophie d'être venue ce jour pour nous présenter cette médecine que tu connais bien. Alors, pour la suite, je vous propose de passer la main donc, à nos kinés et ergothérapeutes de la rhumatologie de la Riboisière, qui a également une présentation sur comment gérer les douleurs de façon non médicamenteuse. Je vous écoute. Bien. Merci beaucoup Sophie. Je vais rebondir un petit peu sur ce que tu nous as présenté et peut-être plus sur les MAC en lien avec le mouvement. Et dans le mouvement, je vais aussi mettre les installations, comme un mouvement statique finalement. Les rhumatismes inflammatoires chroniques sont responsables de douleurs, on le sait bien. Et on sait que la douleur est une expérience qui est sensorielle et émotionnelle. Aussi, pour s'apporter du confort, on va devoir s'occuper
et du sensoriel et de l'émotionnel, avec les moyens médicamenteux conventionnels, bien sûr, mais aussi avec des moyens non médicamenteux. Alors, on peut mettre même la chaleur ou d'autres techniques adjuvantes comme ça. Ce qu'on sait, c'est que l'homme est fait pour bouger. Le propre de la vie, c'est vraiment le mouvement. Le mouvement, comme l'immobilité, ça peut générer de la douleur, mais ça peut aussi générer du confort, selon la façon dont on se l'approprie. D'où l'importance d'expérimenter et de trouver ce qui est bon pour vous, en sachant que chacun est unique. Par exemple, si un mouvement ou un geste est difficile pour vous, il y a peut-être des solutions. Peut-être il faut le faire juste moins longtemps ou le ponctuer de pauses. Peut-être faut-il le faire différemment en l'adaptant avec des aides techniques, par exemple. Ou peut-être avant de le faire, faut-il juste s'échauffer ou peut-être s'étirer avant. Si une installation est douloureuse, une installation qu'elle soit au lit ou au fauteuil, par exemple, prendre le temps d'observer, de réfléchir. Est-elle douloureuse d'emblée? Dans ces cas-là, il est probable qu'il faille l'adapter. Si l'installation était confortable et qu'elle devient douloureuse, peut-être qu'il faut juste changer de position ou peut-être faut-il remettre du mouvement avant de reprendre la même position. Il faut aussi se rendre attentif à la façon dont on se met dans une position ou dans un mouvement et la façon dont on en sort. Pour cela, les professionnels qui vous entourent peuvent vous guider. Hein, ils sont souvent, les kinés, les ergos, vos médecins sont les experts de technique. Mais par contre, il faut vraiment garder à l'esprit que vous êtes l'expert de votre propre corps. Aussi, il faut apprendre à vous faire confiance. Il faut oser expérimenter pour voir ce qui est bon pour vous. Donc, apprenez à vous observer, à tester, expérimenter et garder ce qui est bon pour vous et puis rejeter ce qui ne l'est pas. Quand vous faites le choix de rentrer dans cette expérimentation, pensez à ne changer qu'une seule chose à la fois. Si vous changez tout en même temps, ben, s'il y a du bénéfice, vous ne saurez pas finalement ce qui a été profitable pour vous. Hein. Donc, faire les choses un petit peu avec méthode, observer, tester et faire votre propre tri en vous faisant confiance. Acceptez aussi, comme vous avez dit Sophie, des fois de réexpérimenter quelque chose. On peut avoir eu un échec sur quelque chose une fois parce que peut-être que les circonstances s'y prêtaient pas ou que votre santé a évolué et que ça vaut le coup des fois de réexpérimenter quelque chose à distance. En mettant toutes ces techniques-là dans le test, en observant, ben vous apprenez juste en fait à prendre soin de vous et à vous faire confiance. Je vais passer la parole à mes collègues ergothérapeutes qui vont vous présenter des situations avec des exemples et des photos pour que ce soit peut-être un peu plus concret pour vous. Je vous remercie. Merci Hélène. Alors Rémi, Marion, Oui, un petit partage d'écran, c'est ça ou vous tout à commencez fait. d'abord? Oui, ça va être Oui. Rémi du coup qui va partager et parler. Et moi, je serai là pour les questions. Ça marche. Petite manipulation technique. Voilà, normalement c'est partagé. On voit bien, merci hein, Rémi. Très bien, d'accord. Alors, merci tout d'abord. Alors ici, on va vous parler de l'installation allongée pour la nuit et pour les moments de repos. Toutefois, parmi tout ce qu'on va dire, il va être possible d'extrapoler plusieurs adaptations, plusieurs situations, afin de les appliquer à d'autres postures, hein, comme la posture assise par exemple. Car les grands principes vont rester les mêmes. Toutefois, de par la contrainte temporelle, on va rester globalement concentré sur l'installation allongée au lit, puisqu'il y a un véritable impact de l'installation au lit pendant la nuit sur la journée et inversement. Je prends l'exemple, par exemple, du mal de dos qu'on a à une mauvaise position, du torticolis pendant la nuit, etc. Il faut aussi garder à l'idée que l'installation au lit, enfin une nuit passée entière, ça représente
près d'un tiers de la journée, ce qui est quand même assez conséquent. Donc, on va vous montrer différents aménagements, différentes positions, différentes postures qu'il est possible d'adapter chez soi. Alors, tout d'abord, il est possible d'utiliser du matériel qu'on a à domicile, donc type traversin, type coussin de maternité ou des coussins serpentiformes, si vous avez du matériel médical à domicile. Donc, dans cette première position, sur le côté, il est possible de placer, ici en l'occurrence, un coussin de maternité qu'on met sous la tête et entre les genoux. Alors, le point important, c'est le fait qu'il soit entre les genoux, car il va permettre de stabiliser le bassin et donc d'éviter une rotation du bassin et donc de potentiels mouvements de torsion du dos. Et de par son épaisseur, il va permettre aussi de rééquilibrer, de réaligner les hanches, si jamais vous avez des problèmes de hanches. Et également aussi, il va éviter que les genoux s'entrechoquent les uns par rapport aux autres, ce qui peut être utile aussi si vous avez des problèmes au niveau des genoux. La portion qui sera sous la tête va offrir un petit rembourrage pour que la tête puisse être bien positionnée, mais ça je vais en parler un peu plus en détail après. Pour les personnes qui ont l'habitude de dormir sur le côté, sauf que cette position maintenant leur fait mal et qui ne veulent pas dormir sur le dos, il est possible de mettre toujours le coussin de maternité traversin ou coussin serpentiforme sous l'ensemble d'un côté, donc ici le côté droit, donc le placer sous l'épaule, le bassin et sous la même jambe pour répartir les charges et donc permettre de répartir uniformément votre poids sur le matelas et sur le coussin. Toujours avec le traversin, coussin de maternité ou coussin serpent, il est possible de s'allonger sur le dos, donc dans une position semi-allongée, semi-assise. Donc soit vous venez placer le coussin de maternité sur votre ventre avec les deux extrémités qui remontent derrière vos épaules, soit à l'inverse, vous le placez directement derrière votre nuque avec les deux extrémités qui passent par vos épaules jusqu'à arriver sous vos coudes ou sous vos mains. Dans les deux cas, cette position va permettre de décharger vos épaules en fait, du poids de l'ensemble du bras, pas seulement que la portion brachiale, mais aussi l'avant-bras et la main, qui va potentiellement vous aider aussi si vous avez des douleurs au niveau des épaules, type des bursites, des tendinopathies. Et ainsi, ça va soulager vos bras et donc vous permettre de passer des nuits plus agréables. Le fait de placer le coussin de maternité derrière la nuque permet aussi d'offrir un soutien non négligeable pour les cervicales. D'une manière plus classique, il est possible d'utiliser des coussins type classique, des oreillers classiques ou même des oreillers ergonomiques. Donc on revient sur la position sur le côté. Là, le coussin placé entre les genoux, c'est la même fonction que le coussin de maternité qu'on avait vu tout à l'heure, donc à savoir empêcher la rotation du bassin, réaligner les hanches et éviter les chocs pour les genoux. Au niveau de la tête, on recommande de mettre un coussin d'une épaisseur moyenne pour pouvoir conserver la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale avec les cervicales et le reste du rachis. Tout ceci pour éviter d'avoir, si le coussin est trop peu épais, d'avoir la tête qui penche en direction du matelas, ou si le coussin est beaucoup trop épais, d'avoir la tête qui penche en direction du plafond. Et donc de mettre une certaine forme de tension dans vos cervicales. Surtout que souvent on peut rester facilement plusieurs heures pendant la nuit dans la même position, car on ne contrôle pas. Donc rester longtemps dans la même position, ça peut potentiellement faire mal le lendemain. D'où le célèbre torticolis quand on se lève le matin. Toujours au niveau de la tête, il est possible de mettre des oreillers de type ergonomique, donc en forme de vague. Vous venez placer votre tête dans le creux de cette vague et vous avez un petit renfort qui va venir soutenir vos cervicales, toujours dans l'optique de respecter la forme de la colonne vertébrale et donc de la laisser rectiligne. Sur le dos, il est possible de placer l'oreiller, un oreiller classique ou ergonomique sous la tête, et cette fois-ci d'une épaisseur bien moindre. Pourquoi bien moindre? Parce que si on reprend l'oreiller qu'on utilise sur le côté, en général, on risque d'avoir le menton qui va toucher sur le thorax, qui va entraîner un très fort étirement derrière la nuque. Donc, voilà, soit on recommande un oreiller assez peu épais, soit pas d'oreiller du tout. Il y a certaines personnes qui préfèrent sans oreiller, puisque
Normalement, l'épaisseur est minime. Au niveau plus bas, donc on peut mettre soit un tout petit oreiller, une serviette enroulée sur elle-même, soit dans le creux lombaire, soit derrière les genoux. On évite de mettre les deux puisqu'ils vont avoir deux actions contraires. Le placer dans le creux lombaire va aider à respecter la forme de la colonne vertébrale, donc de respecter la cambrure naturelle de votre dos, d'offrir un petit soutien, alors que le placer derrière le genou, ça va aider au contraire à diminuer cette cambrure qui est due à la forte épaisseur des fesses aussi. Certaines personnes vont préférer dormir sur le ventre. Donc pour cela, il est possible de mettre, pareil, serviette, petit oreiller sous les abdominaux, toujours dans l'optique d'éviter d'avoir une trop forte cambrure dans le creux des lombaires. Ou bien il est aussi possible d'utiliser le coussin de maternité qu'on vient disposer sous la tête et sous le buste et sous le bassin afin de laisser le ventre libre. Ça, c'est une position un peu plus facilement acceptée pour les personnes obèses qui ont un ventre proéminent. Comme ça, elles peuvent à nouveau s'allonger sur le ventre sans être gênées. Alors, l'installation au lit va aussi énormément dépendre de la literie qu'on a en parallèle, donc à savoir la combinaison lit plus matelas, sommier plus matelas. En général, quand on a des problèmes au niveau de sa literie, on a souvent tendance à se pencher soit sur le matelas, soit sur le sommier. Donc, c'est vraiment un travail des deux qui va être complémentaire. De même, il va être possible de régler la hauteur de votre sommier, donc avec divers pieds amovibles, donc soit longs, soit petits, pour les régler en fonction de votre taille. Ainsi, ça évitera que votre lit soit trop bas, donc que vous deviez forcer un petit peu sur vos jambes ou sur votre dos pour vous installer ou pour vous relever. Et ça évitera aussi qu'il soit trop haut, et donc éviter d'avoir à sauter dans le lit pour aller s'allonger. En ce qui concerne le choix du matelas, en général, on recommande des matelas ni trop fermes ni trop mous, sachant qu'il existe en plus plusieurs types de matelas, tels que les matelas de ressort en sachet ou les matelas à mémoire de forme. En fait, ne vous laissez pas influencer par tout ce que vous entendez autour de vous. Là, je rejoins ce que disaient Hélène et Sophie tout à l'heure. Il va y avoir différents types de matelas, et au même titre que chacun est unique, chacun vous allez avoir des préférences uniques, chacun vous allez préférer par exemple le matelas à mémoire de forme, le matelas à ressort. Donc ça va être à vous de faire des essais, pas forcément vous laisser influencer par ce que dit le voisin, ce que disent les commerciaux. C'est à vous de prendre le temps d'essayer le matelas. N'hésitez pas en boutique et prendre un quart d'heure pour vous allonger un petit moment dans le matelas, et histoire de vous créer votre propre avis. Il y a en plus des astuces complémentaires qui aident à l'installation et au confort pendant la nuit, notamment la chaleur via des bouillottes, via des patchs chauffants, des couvertures chauffantes, des packs de gel chauffant, des coussins en noyau de cerise, en graines de lin, etc. En accord avec le médecin, il est possible aussi d'utiliser des crèmes anti-inflammatoires, des patchs antidouleurs ou un traitement avant le sommeil si c'est nécessaire. Vraiment toujours en accord avec votre médecin. Il est également possible de pratiquer de la gymnastique douce, type étirement, relaxation, méditation, sophrologie, hypnose, déroulage matinal, que vous pouvez pratiquer avant et après d'aller vous coucher. En cas de problème d'endormissement, ça peut être pratique, ça peut être utile et agréable de pratiquer ce genre de petits rituels du sommeil permettant de faciliter l'endormissement. Et bien sûr, dans la journée, il est important de garder une bonne hygiène de vie, donc de manger équilibré, d'éviter de trop manger le soir pour ne pas se sentir ballonné avant le sommeil, de pratiquer une activité physique pour fatiguer le corps avant d'aller se coucher, et évidemment de s'hydrater quotidiennement tout au long de la journée, car ces trois éléments vont jouer sur la qualité de votre sommeil. Alors, évidemment, tout ce que je viens de dire n'est pas exhaustif, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel si vous avez besoin de plus d'informations ou pour des demandes particulières. Alors, compte tenu du temps qui nous a été imparti, on n'a pas pu tout explorer, mais évidemment, il est possible d'intervenir sur d'autres sujets à votre demande. Donc avec cela, vous avez maintenant quelques clés, quelques adaptations à pouvoir mettre en place à votre domicile
dans vos habitudes de vie que vous pouvez reprendre, et donc pour vos situations qui vous sont pénibles ou gênantes dans votre quotidien. Mais pensez toujours à consulter un professionnel afin qu'il vous accompagne de manière plus spécialisée et personnalisée. Et je voulais rajouter aussi qu'il était important comme disaient Hélène et Sophie tout à l'heure, de prendre en compte l'évolution de la situation. Votre corps va évoluer, votre gène va potentiellement évoluer, vos préférences, elles aussi, vont évoluer. Donc, n'hésitez pas à remettre en place d'autres choses qui n'ont pas forcément fonctionné à l'instant T, mais qui, des années plus tard, peuvent peut-être s'avérer bénéfiques, qui peuvent s'avérer beaucoup plus simples, finalement, puisque l'ensemble des conditions vont changer. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Super, merci beaucoup Rémi. Merci. Alors, il y a d'autres personnes qui arrivent. Merci, on en sait un peu plus, du coup, même beaucoup plus sur toutes les méthodes de positionnement, de ce qui peut nous entourer en termes de coussins et autres choses pour se caler, des choses qui chauffent, des choses qui aident. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Je vois qu'il y a plein de petites questions sur le chat. Peut-être Oui. on va rebondir sur ces questions-là avant de passer sur les questions plus générales sur les douleurs que vous nous avez envoyées par email. Aline, est-ce que tu as eu le temps un petit peu de lister ou Moi, j'ai regardé aussi les questions maintenant du chat qui correspondaient du coup à notre sujet. Puis j'ai vu qu'il y en avait d'autres sur l'acupuncture que je laisserai peut-être Sophie, Hélène et Aline peut-être répondre. Donc pour les questions, il y avait une question sur le coussin ergonomique. La personne demandait un petit peu où on pouvait se procurer les oreillers et coussins ergonomiques. Donc à savoir que ce type de coussins ne sont pas vraiment si médicalisés que ça. On peut les trouver dans les magasins plus classiques. Donc ça, c'est assez accessible. Après, c'est de tester aussi les coussins. Rémi vous a parlé de tester les literies, mais des fois, ils sont emballés et en fait, ça vous permet de le tester un tout petit peu de temps pour voir si c'est vraiment confortable ou non. Et pareil que pour les mémoires de forme ou les matelas avec en sachet, etc., bah, les coussins ergonomiques ne vont pas convenir à tout le monde non plus. Donc, n'hésitez pas à le tester pour être sûr que ça puisse vous convenir. Des fois, ce que je dis souvent, c'est de le tester aussi quand vous allez chez quelqu'un, s'il en a un, quand vous pouvez dormir chez lui, bah, testez-le pour voir un petit peu ce que ça donne avant de l'acheter. Et juste une petite précision pour le coussin ergonomique, vous avez 2 vagues, comme vous a dit Rémi. Et la plus petite est pour celle pour qu'on s'allonge sur le dos. Et la plus grande est souvent pour quand vous le tournez, en fait, pour quand vous dormez sur le côté. Souvent, on l'ignore et du coup, c'est vrai que le coussin ergonomique, du coup, ne nous convient pas trop. Donc, en tout cas, un petit peu dans tous les magasins classiques et des fois dans les magasins où il y a de la literie, forcément, vous allez avoir plusieurs types de coussins qui peuvent mieux vous correspondre. Et la taille du coussin va dépendre en fonction l'épaisseur, comme disait Rémi, si vous êtes sur le dos ou sur le côté, ça ne va pas être la même. Ensuite, j'ai vu une autre question sur les conseils, en tout cas de marque, pour les coussins ergonomiques ou les serpents. Donc, comme je viens de le répondre pour le coussin ergonomique, il n'y a pas forcément une marque privilégiée. Bah, pour les coussins serpents, c'est un petit peu pareil. Alors, le coussin serpent que vous avez vu, qui était bleu sur le PowerPoint, c'est plutôt du matériel un petit peu plus médicalisé. Donc, ça, vous pouvez le trouver chez les revendeurs ou dans les pharmacies qui vendent du matériel paramédical. Donc ça, vous pouvez le commander et ils le reçoivent et vous venez le rechercher. Mais finalement, un des plus abordables et des plus faciles, c'est tout simplement le traversin que vous avez chez vous ou un coussin de maternité qui est beaucoup plus accessible dans plein de magasins classiques et qui permettent de tester si vous préférez plus ou moins bombé, la forme plus ou moins longue. Et donc, souvent, ça fait bien son travail. Donc voilà pour les 2 questions. Et ensuite, il y avait une question sur quand on a des problèmes lombaires, doit-on avoir un coussin sous les lombaires ou sous les genoux? J'aurais tendance à répondre que c'est le doit-on que ce n'est pas nécessaire. Effectivement, ce n'est pas obligatoire. C'est plutôt si vous avez des problèmes lombaires et que votre position de coucher est inconfortable, parce que si elle est confortable, restez comme vous êtes. Mais si ce n'est pas confortable, vous pouvez très bien tester de voir si sous les lombaires ou sous les genoux, ça peut vous correspondre. Mais c'est une possibilité qui peut-être va vous correspondre dans un moment de la nuit ou une nuit parmi tant d'autres et pas forcément de façon généralisée. C'est-à-dire que ça peut être aussi en crise et pas tout le temps. Enfin voilà, c'est un petit peu à tester comme ce que viennent de dire mes collègues. Et pour compléter ta réponse, Marion,
C'est Oui. que en fait, ce que disait Rémi, c'est le coussin sous les genoux, il va plutôt lutter contre une cambrure parfois inconfortable, on va dire. Si le fait de vous sentir trop cambré, le dos trop creusé est inconfortable, il va vous permettre de remettre le dos plus à plat, plus en contact avec le matelas. Alors que si on met le coussin sous le dos, il va soutenir la cambrure naturelle. Donc les deux peuvent apporter un soulagement à une douleur lombaire par un mécanisme différent sur la façon dont il va jouer sur ce confort ou non de la cambrure de vos lombaires. Après, il y avait une autre question sur le Oui. lit. Enfin, Parce que quelqu'un je voulais parlait. ajouter aussi sur quand on adopte une nouvelle position, ce qui est important, c'est de prendre son temps aussi. C'est pas essayer juste une nuit, dire ça c'est pas bien, ça me va pas, donc j'essaye autre chose. Comme c'est quelque chose qui vient perturber entre guillemets vos habitudes, il va falloir un petit temps d'adaptation. Donc essayez-le sur une petite semaine, hein, voire plusieurs semaines, voir ce que ça donne. Si votre corps a le temps de s'habituer à cette nouvelle posture. Et après, il y avait une question sur. Enfin, il y avait plutôt une réflexion de quelqu'un d'entre vous, de Aurélie W, que je connais. Si on le peut, le lit électrique peut offrir également un vrai confort, effectivement, puisqu'en fait, souvent, il y a des possibilités de réglage avec un soutien sous les jambes ou de relever un peu le buste ou pas et de changer, en fait, plus facilement des fois dans la nuit. Donc, effectivement, ça peut être une possibilité si c'est possible ou si ça vous tente, parce que ce n'est pas forcément le cas. Et encore une autre question, il y a eu beaucoup de questions. Fabienne. C'est sur la possibilité d'utiliser un surmatelas pour les douleurs au contact entre certaines zones, par exemple les talons et le matelas. Effectivement, parce que des fois, le surmatelas, en fait, ça permet d'avoir un accueil plus. Ils appellent ça, en fait, pour un accueil plus chaleureux, entre guillemets. C'est comme ça leur terme. C'est vrai que des fois, si le matelas est un petit peu ferme et que c'est le contact qui vous dérange, le surmatelas peut apporter un certain confort, un certain assouplissement, en fait. Enfin, pas assouplissement, c'est un amortissement plutôt, voilà. Donc effectivement, ça peut être aussi une solution. Ou si c'est vraiment une zone en particulier qui gêne, si par exemple c'est que les talons, bah, on peut des fois décharger les talons et les mettre un petit peu plus dans le vide, ou une autre zone. Enfin, vous voyez, ça peut être aussi de le décharger légèrement en soutenant les parties en amont et en aval, ce qui permet de décharger la zone qui, pour ce moment-là, en tout cas, est douloureuse. Oui, par exemple, ça pourrait être mettre un coussin sous les mollets pour que les talons ne touchent pas le matelas. Et il y a des coussins exprès pour décharger les talons, ou qui existent aussi pour mettre les jambes un petit peu plus en hauteur quand on a des problèmes vasculaires, par exemple. Et bah, du coup, en travaillant le problème vasculaire et en même temps la décharge des talons, ça pourrait convenir. Je crois que pour les questions du chat, Oui, après, on a l'air d'avoir une répondu. question, c'était alors peut-être plus Aline, Sophie. L'acupuncture Voilà. est-elle efficace sur les douleurs de polyarthrite? Donc, je réponds oui. Encore une fois, tout dépend aussi de vous, de votre ressenti. C'est ça qui est important aussi, mais ça peut éventuellement vous soulager. Il y a aussi d'autres manières aussi, si on reste dans le côté acupuncture, il y a aussi d'autres méthodes comme Thérapie. l'auricupuncture. Donc, en fait, c'est la même chose, sauf que c'est des petites aiguilles qu'on met au niveau de l'oreille, à savoir que l'oreille est une zone très, très, très sensible et qui est beaucoup en lien avec notre corps également. Donc, il y a une sorte de petite cartographie pour tout ce qui est spondylarthrite, polyarthrite, etc. Et du coup, ça peut être intéressant aussi de pouvoir essayer si vous le pouvez. Il y a aussi tout ce qui est digipuncture, c'est-à-dire qu'on apprend nous-mêmes aussi à prendre quelques soins, c'est-à-dire qu'on appuie avec nos mains tout seul en fait, et ça peut aussi nous soulager par moments. Donc voilà, en fait, c'est ça. Oui. En fait, Mais encore une fois, il faut essayer. Pour compléter ta réponse, effectivement, il faut essayer d'expérimenter. C'est des choses, je dirais que c'est des méthodes antalgiques qui vont pouvoir avoir un impact positif, quelle que soit l'origine de la douleur. Donc, vous le savez d'ailleurs, en médecine conventionnelle aussi, on a cette double
cible, je dirais, dans nos traitements. D'un côté, on va essayer d'agir sur la maladie en cause. C'est pour ça qu'on se casse la tête à essayer de faire des diagnostics les plus précis possibles. Et puis, d'un autre côté, on va pouvoir aussi parfois proposer des traitements plus ciblés sur les symptômes. Voilà. Et je pense que toutes ces méthodes antalgiques-là sont avant tout liées aux symptômes, même si le choix des zones pour l'acupuncture, etc., va quand même se reposer aussi sur le diagnostic, l'identification des causes d'inflammation, etc. Mais ça reste pour nous des traitements avant tout des symptômes. Donc, effectivement, il faut voir si vos symptômes douloureux répondent ou pas à cette technique. Bien, merci. On va commencer donc les questions que vous nous aviez envoyées par email. On a eu pas mal de réponses. Comment gérer les réveils nocturnes liés à la douleur? Alors, existe-t-il des aides techniques spécifiques? Alors, on a vu un peu les coussins, tout ça. Peut-être une question pour Hélène. Est-il préférable de se lever pour bouger le corps lors des douleurs nocturnes ou non? Quelles sont tes recommandations? Ben là, je pense que, encore une fois, faites-vous confiance, soyez l'expert de votre personne et essayez. Peut-être qu'il faut juste changer de position, peut-être que vous avez besoin de bouger, de faire quelques mouvements, peut-être il faut mettre, je ne sais pas, de la chaleur mais vraiment, expérimenter sur plusieurs jours, comme disait Rémi, ça peut être intéressant et puis voyez si ça apporte du bien ou pas. Des fois, effectivement, le fait de faire quelques mouvements, ça peut être dans le lit, hein, c'est pas forcément se lever, hein. Ça peut être juste changer de position. Faut vraiment tester. C'est vraiment du cas par cas et si vous vous sentez démuni, pas hésiter à en parler, aux professionnels pour, qu'on réfléchisse avec vous, qu'on vous fasse des suggestions vraiment personnelles, adaptées à votre cas. Mais de toute façon, c'est votre expérience qui va vous guider. Hein. C'est-à-dire qu'on peut vous proposer des choses et puis c'est vous qui conclurez si c'est bien pour vous ou pas. Donc vraiment, je vous invite à vous faire confiance hein, et à oser. C'est comme pour les oreillers, hein, on vous dit pas une marque, il faut tester et vraiment, faites-vous confiance. Et on est preneur de vos retours pour nous se faire des idées sur ce qui marche pour le plus grand nombre ou pas, et puis partager l'expérience et le vécu de chacun. Ça, c'est un peu le travail de Sophie, notre patiente partenaire qui est avec nous. Alors, pourquoi les douleurs neuropathiques et inflammatoires me semblent plus fortes la nuit? Alors, je ne sais pas s'il y a une réponse médicale ou… Alors, sur le côté inflammatoire, oui, il y a une recrudescence hein, qui est décrite et qui d'ailleurs nous aide à faire le diagnostic de maladies inflammatoires. C'est connu, ce sont des douleurs qui sont augmentées la nuit, qui occasionnent des réveils nocturnes, qui occasionnent aussi un enraidissement le matin et qui sont plutôt soulagées en fait lorsqu'on bouge et qu'on est en mouvement, contrairement aux douleurs qu'on qualifie plus mécaniques qui, elles, sont plutôt accentuées par les mouvements et soulagées par le repos. Donc ça tient effectivement à la mécanistique et au cycle que l'on a dans notre organisme. Vous savez, il y a un cycle jour-nuit avec on a de la cortisone naturelle, qui est une hormone qui régule ce cycle et qui est moins présente dans la nuit et qui, du coup, fait que l'inflammation a plus de place à ce moment-là. En cas de crise, puis-je reprendre un antalgique la nuit pour apaiser le corps et dormir au risque de devoir reculer la prise du matin et décaler ainsi toutes mes médications? Ah bah, alors là, moi, je suis vraiment pour effectivement s'approprier ce moyen antalgique et l'adapter vraiment. Hélène parlait de s'observer, tester, oser expérimenter et je dirais derrière, on ajuste. Donc là, vous avez a priori un antalgique qui est efficace. Votre difficulté, c'est finalement de réussir à le prendre au moment où vous en avez le plus besoin vis-à-vis de votre douleur. Donc, je pense que c'est vrai que ça demande du coup une organisation différente dans sa vie, de prendre à la demande plutôt que à des horaires fixes. Mais si ça permet de mieux couvrir la douleur avec la même dose de médicaments, à ce moment-là, ça paraît intéressant. J'utilise le chaud et le froid pour soulager mes douleurs. Quelle solution choisir au bon moment en fonction du type de douleur pour en optimiser l'efficacité? Marion, Rémi?
Ouais. Disons que de façon générale, quand on est dans des douleurs de type articulaire et musculaire hors problème inflammatoire ou hors poussée, on est plutôt sur du chaud. Donc voilà, pour les douleurs, pour détendre une contracture musculaire, pour des problèmes articulaires plus latents, plutôt du chaud. Quand on a par contre un problème inflammatoire, quand on est en poussée ou quand on a de toute façon rougeur, chaleur, gonflement, tout ça, c'est des signes du coup qui nous alertent sur la présence potentielle d'une inflammation. On va plutôt mettre du froid. Voilà. Mais après, il y a la théorie et il y a la pratique. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi beaucoup conseillé des fois du chaud et de temps en temps, il y a des personnes qui me disent oui, mais moi, je suis sur des douleurs classiques, effectivement, mais c'est le froid qui me soulage. Ou inversement, quelqu'un qui est en inflammation, ça a pu arriver aussi que ça peut être du chaud. Donc la façon classique, entre guillemets, c'est ça, c'est le chaud pour musculaire, articulaire, dans les douleurs latentes, et pour l'inflammation, le froid. Mais écoutez-vous, si vous voyez que la chaleur ou le froid vous est désagréable au moment où vous le mettez, logiquement, votre corps vous informe, et du coup, vous essayez l'autre, et souvent, c'est l'autre qui est plus bénéfique. Donc finalement, ça revient à ce qu'on disait un petit peu avant, se faire confiance, tester. Il y a la théorie et la Il y a la pratique. théorie et la pratique. Tout à fait, toujours. Alors, que pensez-vous des massages avec des huiles essentielles à visée anti-inflammatoire, comme le Golteri, en place des gels anti-inflammatoires ou contre-indication aux anti-inflammatoires par prise orale? Quel rapport bénéfice-risque? Qui se lance? Peut-être Sophie d'abord. Oui, je vais répondre sur l'huile essentielle de Golteri. En fait, c'est vraiment l'incontournable en aromathérapie et pour les soins aussi de sportifs. En fait, certains kinés aussi l'utilisent. Et à savoir que cette huile, en fait, elle est fortement concentrée en salicylate de méthyle. Donc, je ne sais pas si à 98%. Et en fait, avec le contact de la peau, ça se transforme en acide en fait, de salicylique. C'est ça, non? J'ai un peu de mal. Et du coup, cet acide, on le retrouve fortement dans l'aspirine. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention et c'est pour ça que cette huile, en fait, elle a des propriétés anti-inflammatoires et antidouleurs. Donc, il faut toujours l'utiliser de manière cutanée, pas de la voie orale. Je ne sais pas si dans la question c'était ça aussi, si on pouvait l'utiliser cette huile de manière orale, mais en fin de compte, non, il ne faut pas. Il faut aussi respecter les 10% d'huile essentielle et 90% d'huile végétale. Donc là, par exemple, c'est 3 gouttes de Golteri pour 12 gouttes d'huile végétale et de faire un massage très doux en fait sur la partie où on a mal. Il faut aussi se limiter à son usage, donc 8 à 10 jours. Si c'est sur des douleurs chroniques, il faut les appliquer sur 5 jours sur 7. Il faut aussi, dans la journée, pas dépasser 5 fois, en fait, 5 massages, parce que il risque d'y avoir des irritations. Donc, les contre-indications où il faut faire super attention, du coup, c'est l'aspirine. Si vous prenez des médicaments, voilà, il ne faut pas qu'il y ait un surdosage, en fait. Et de faire attention aussi de ne pas l'appliquer sous un bandage trop serré ou un patch occlusif. Donc, de faire aussi des tests parce qu'on peut avoir une peau assez sensible. Donc, il faut déjà tester en amont avant de se badigeonner, entre guillemets, sur la zone. Et aussi de faire attention aux sources de chaleur parce que souvent, comme le disait Marion tout à l'heure, en fait, on va et puis on se met une source d'eau chaude ou de froid. Et en fin de compte, si on met l'huile plus la source d'eau l'eau chaude, mais la chaleur, ça va causer de l'irritation. Donc, il faut faire très, très attention. Et aussi à savoir que d'un point de vue santé, cette huile, elle apaise et elle apporte un confort articulaire. Et aussi d'un point de vue bien-être, elle est réputée pour réchauffer les esprits et favoriser l'ouverture aux autres. Donc, si vous vous badigeonnez comme ça et que les autres viennent dormir, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Parce qu'en plus, ça sent bon. Et je voudrais juste rappeler que voilà, les huiles essentielles, comme je le disais dans le slide, en fait,
c'est naturel, mais ça peut aussi être toxique si c'est mal choisi, mal dosé et mal utilisé. Donc vraiment, faites attention à ça. N'hésitez pas à en parler à votre pharmacien ou voire même à votre médecin, enfin à tout personnel soignant, de façon à pouvoir justement utiliser les huiles qui ont quand même un bon pouvoir de relaxation, etc. Mais encore une fois, il faut que ça soit bien dosé. Et surtout, je ne vous dirais pas de tester, expérimenter. Là-dessus, sur les huiles essentielles, je ne vous le dirais pas. Je préfère vraiment que de demander conseil. Ça, c'est important. Aline, tu voulais compléter? Oui, je voulais compléter en fait pour vous dire que au cours de nos études de médecine, on n'est pas formé en fait à toutes ces méthodes qui, en plus, vous avez vu, sont très nombreuses et évoluent beaucoup. On le voit en poupe, ils se font connaître énormément. Donc, à moins d'avoir fait des formations complémentaires orientées là-dessus, et encore, on pourrait de toute façon pas toutes les connaître. On est, nous, médecins conventionnels, parfois démunis pour vous donner des réponses. Donc, ce qui est important, effectivement, là, par exemple, cette huile essentielle, moi, je ne la connais pas. Donc, a priori, je vous aurais dit, bah, je ne sais pas, je ne vois pas. Maintenant, on me dit, il y a de l'acide acétylsalicylique. Là, je me dis, ah bah oui, ça, c'est de l'aspirine. J'ai quand même appris ma pharmacopée. Et du coup, je me dis, ah bah oui, du coup, je ne dirais pas à quelqu'un de mettre et ça et du Voltaren en gel, pour parler de l'exemple de l'anti-inflammatoire en gel le plus connu, ou tout autre gel anti-inflammatoire classique en même temps. Ça, je ne vois pas mélanger deux molécules qui ont des similitudes en termes de mécanisme d'action. Voilà. Après, l'un ou l'autre, pourquoi pas, mais les deux ensemble, non. Ensuite, quelque chose d'important, c'est sur les traitements par voie cutanée. Comme ça, on a tendance à se dire la peau est une barrière et que finalement, il n'y a pas d'impact général sur l'organisme. C'est partiellement vrai. C'est sûr que mettre un anti-inflammatoire sur la peau n'aura pas le même impact que de le prendre par la bouche, mais il y a quand même un petit passage dans l'organisme. La peau, ce n'est pas une barrière, hein, c'est un filtre en quelque sorte. Et donc, si on en utilise en grande quantité, on peut quand même avoir un passage général. Alors, ça n'empêche pas qu'un gel anti-inflammatoire, chez quelqu'un qui a par exemple une insuffisance rénale, on peut quand même l'utiliser, mais c'est là sur la quantité qu'on va jouer pour justement ne pas risquer d'exposer cette personne et ses organes internes au risque de toxicité de la molécule. Donc, effectivement, si vous nous présentez une technique, un traitement de naturopathie ou des choses comme ça, on ne va pas forcément nous connaître ce qui est proposé par le menu. Donc, ça peut nous aider effectivement de connaître la composition moléculaire du produit envisagé, de prendre conseil auprès du pharmacien, c'est intéressant puisque lui pourra voir effectivement et confronter cette composition. Voilà, le principe des huiles essentielles, c'est quand même d'utiliser, c'est très concentré, mais c'est des doses très minimes, donc ça limite quand même le risque d'effet indésirable. C'est pour ça que l'encadrement est quand même assez souple du point de vue légal. Mais voilà, c'est à prendre en compte effectivement le fait que tous ces traitements ont beau venir de la nature et être naturels, ne sont pas pour autant complètement anodins. Je complète juste parce que je ne sais plus si je l'ai dit, qu'en fait, cette huile-là, elle ne se prend vraiment pas par voie orale et qu'il faut absolument la stopper 48 heures, au moins 48 heures en avance s'il y a une intervention chirurgicale. C'est important aussi. Alors, je vois le temps qui avance, donc j'ai encore 2 petites questions. Marion, je pense que tu en as une ou 2 aussi. Alors, on va faire vite. Alors, comment trouver le bon équilibre entre bouger et respecter un rythme plus lent pour stabiliser la douleur? Comment se fixer un repère acceptable pour le corps, au-delà duquel on risque de majorer la douleur? Hélène, peut-être Je vais redire la même chose, c'est apprendre à se connaître, apprendre à s'observer. Alors, c'est vrai que je vais rebondir sur la méditation de pleine conscience qui apprend à venir au cœur de son expérience pour vraiment être intime de soi-même, en fait, et ensuite d'être capable d'identifier ses besoins et de répondre à ses besoins avec bienveillance. Hein, on ne peut pas répondre pour tout le monde en général, c'est vraiment du cas particulier, mais il faut vraiment apprendre à s'observer, à s'écouter, à se respecter,
pour ajuster. Et puis rien n'est jamais gravé, ce qui peut être bon un moment peut évoluer avec les saisons, avec les heures de la journée. Donc vraiment apprendre à être à son écoute et à se respecter en fait. Et Et alors, là, pour j'aurais tendance juste à compléter, de dire qu'effectivement, il y a soi-même, mais dans ces cas-là, on est aussi là, les professionnels, pour vous accompagner dans cette recherche de connaissance de vous-même. Bien que, comme disait Hélène, on ne vous connaîtra jamais aussi bien que vous-même, mais nous, on peut peut-être vous donner des conseils et vous accompagner en fait dans cette recherche. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, si des fois vous êtes un peu perdu, de demander à votre médecin une prescription pour voir un professionnel qui pourrait vous aider dans cet accompagnement. Bien Ouais. qu'effectivement, vous aurez les réponses vous, mais on peut vous accompagner aussi. Et Aline? c'est vrai que l'accompagnement va vous permettre aussi que cela se fasse par étapes, justement. Mm. L'idée, c'est aussi d'y aller par petits pas pour justement pas aller trop loin et pas se mettre dans une situation de difficulté ou d'échec qui serait frustrante. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a maintenant plusieurs mois, on avait eu un super live sur l'activité physique et un programme d'auto-rééducation qui était présenté par Marie-Ange avec Hélène. Et à chaque mouvement, Marie-Ange, elle disait je fais le mouvement, je ressens et je défais le mouvement. Et je pense que c'est vraiment une belle philosophie, cette idée de penser à ressentir les choses. Et finalement, ça nous amène vers dans la méditation aussi, effectivement. Mais voilà, penser à ressentir, à essayer voilà, de se connaître par ce biais, par cette analyse de son ressenti, accepter ce ressenti et voir après ce qu'on en fait et comment on ajuste les choses en fonction de la qualité de cette sensation à ce moment-là. Du coup, je rebondis sur la méditation de pleine conscience car on a une question. Est-ce que la pratique de la méditation peut être un recours pour gérer la douleur, pour la contrôler? Si oui, et s'il existe différentes pratiques de méditation, laquelle serait la plus adaptée? Alors Hélène, toi qui es une experte. Alors, un des protocoles de méditation qui se pratique à l'hôpital, c'est la méditation de pleine conscience. C'est une technique qui a été validée par la science. Donc, on a démontré l'efficacité de cette technique sur la gestion de la douleur chronique. Évidemment, en complément des autres traitements médicamenteux et d'autres traitements non médicamenteux aussi. Mais oui, c'est une technique qui est pratiquée à l'hôpital parce que c'est démontré par la science. De nombreuses études ont montré l'efficacité. Par contre, c'est vrai que c'est des techniques qui, pour être efficaces, nécessitent un apprentissage et nécessitent de la pratique. La méditation, c'est vraiment aussi à l'esprit ce que l'activité physique est au corps. Si je veux muscler, c'est pas faire de la gym une fois. Ça sera bien de faire de la gym une fois, mais si je veux améliorer les choses, c'est vraiment dans la pratique régulière que l'on va, avec laquelle on va pouvoir avoir un réel bénéfice. Alors, il y a la méditation, je vais être un peu de parti pris parce que c'est la technique qui, moi, me correspond. Il existe d'autres techniques tout aussi intéressantes. Et là, c'est pareil. Essayez, découvrez les techniques et puis choisissez celle qui vous correspond. Il y a aussi l'hypnose, par exemple, qui est très intéressante. Il y a les techniques de relaxation qui existent. La méditation, on parle de la pleine conscience parce qu'elle se fait à l'hôpital, mais il y a d'autres types de méditation qui peuvent se faire ailleurs et qui sont probablement tout aussi intéressantes, mais que pour des raisons scientifiques et éthiques, on ne peut pas faire rentrer à l'hôpital. Voilà. On a fait des D'ailleurs, lives. je vous invite à voir, il y avait eu Voilà. 2 lives de faits, donc un sur l'activité physique par ma collègue Marie-Ange et on avait eu deux lives faits sur la méditation, dont un avec Christophe André, qui expliquait un petit peu ce que c'est que la méditation de pleine conscience, avec le fait que c'était intéressant parce que c'est facile à apprendre, à s'approprier. Ça coûte pas très cher, une fois qu'on a compris le truc, il y a pas de moyens. C'est laïque, d'où la possibilité de le faire à l'hôpital et surtout c'est validé par la science. Voilà, merci beaucoup Hélène. Et pour plus d'infos, je vous encourage à aller voir donc les replays méditation de pleine conscience, hypnose également disponible sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez retrouver le replay sur l'activité physique adaptée et également la petite vidéo présentée par nos kinés, 15-20 minutes d'activité physique adaptée qui permet
de se dérouiller un petit peu et de retrouver un peu plus d'amplitude. Marion, peut-être pour finir. Il restait les questions du chat, Voilà. c'est ça? Il y avait une question sur soulager les sacroiliacs la nuit. Des conseils, ça va être de mettre en application ce qui a été dit, c'est-à-dire à la fois de tester peut-être aussi la chaleur, les mouvements peut-être avant ou en se réveillant ou pendant la nuit, les positionnements avec tout ce qui est coussin, ou pour voir si en fonction du positionnement de vos sacroiliacs, vous êtes plus ou moins confortable. Donc voilà, il va y avoir une addition de plusieurs choses, mais comme on a dit aussi tout à l'heure, peut-être pas toutes les possibilités en même temps, tester une chose pour voir ce que ça donne, puis une autre. Et par contre, j'ai tendance à dire que c'est quand même l'addition de plusieurs possibilités qui vont être plus efficaces pour une même douleur. Il ne faut pas les tester en même temps pour se rendre compte si elles sont efficaces ou non, mais elles ne vont pas pouvoir tout régler non plus à elles toutes seules. C'est l'addition de plusieurs choses que vous mettrez en place qui vont faire que ce sera des clés pour être plus confortable d'une façon générale. Donc voilà, après j'ai vu la cryothérapie, juste point d'interrogation, c'est une thérapie par le froid, donc ça rentre un petit peu dans ce qu'on a dit également, qui peut être intéressante dans certains cas en fonction de vos symptômes, comme disait Aline tout à l'heure. Pour ce que tu disais, pour compléter sur la cryothérapie, il y a des études vraiment spécifiques qui ont été menées notamment à Marseille sur la cryothérapie dans la spondylarthrite ankylosante. Avec des résultats encore préliminaires, mais en tout cas, voilà, c'est une technique. Donc là, c'est carrément aller dans des cabines à moins 120 degrés pendant un certain temps. Donc c'est sûrement assez éprouvant pour l'organisme, mais pour certains types de douleurs, ça semble intéressant. C'est des techniques qui viennent de médecine du sport, tout ça. Pour certaines, effectivement. Et après, il y avait une question sur la fatigue, si ça pouvait augmenter les douleurs ou si c'était une impression. Je ne pense pas me tromper en vous disant que c'est effectivement pas forcément une impression, que plus on est fatigué, plus effectivement ça peut potentialiser ou augmenter les douleurs. D'où l'importance, justement, c'est pour ça que disait Rémi tout à l'heure, que la nuit, c'est très important, en fait, d'essayer de trouver les manières les plus confortables de faire une bonne nuit pour être en forme la journée, et que c'est une grosse partie des 24 heures, voilà. Mais aussi que ce pourquoi Aline disait tout à l'heure aussi, que si votre traitement vous permettait d'avoir une bonne nuit, pourquoi s'en passer? Parce que justement, c'est d'autant plus important d'essayer de respecter le rythme du sommeil. Par contre, si la fatigue est des fois très intense, il ne faut peut-être pas aussi tout gérer sur une seule nuit, si c'est possible, bien sûr, en fonction du rythme de votre journée. Des fois, on peut compléter avec des mini-siestes ou des techniques justement de méditation dont vient de vous parler Hélène, qui parfois ont une propriété un petit peu régénérante, ou en tout cas qui permettent de recharger un peu les batteries sans forcément accéder à du sommeil pur. Donc voilà, tout ça accumulé peut être intéressant sur la douleur, effectivement. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter sur ce sujet. La douleur, effectivement, elle est vraiment à l'interface de plein de choses. Il y a la fatigue, il y a aussi l'état psychologique. J'avais un collègue médecin de la douleur qui disait la douleur est le baromètre de la dépression. Quand on se sent déprimé, la douleur, elle augmente. Et donc, il ne faut pas négliger aussi cette partie-là lorsqu'elle est en cause. Ce n'est pas la déprime qui crée la douleur, mais c'est clairement un élément qui accentue son intensité et son impact aussi sur la personne douloureuse. Donc, quand on a des ressources, on arrive plus facilement aussi à maintenir ses activités en dépit de certaines douleurs et à passer au-delà lorsque le besoin s'en fait sentir. J'aurais tendance juste à dire très rapidement qu'il y a la fatigue qui peut avoir un impact sur la douleur, mais aussi bien le moral. Et donc, c'est très important, Sophie le disait tout à l'heure, d'avoir aussi des activités qui peuvent distraire, mais il y a aussi des activités qui peuvent vous faire du bien. Et donc, souvent, les gens, des fois, me demandent ce qui est possible ou pas de continuer. Est-ce que je dois ou je ne dois pas continuer certaines activités? Au contraire, tout ce qui vous fait du bien ou toutes les activités qui sont importantes pour vous vont être à favoriser et à trouver des solutions pour les maintenir, puisque plus on va bien, plus les douleurs vont pas trop augmenter, en tout cas, ou vont être un peu plus facilement canalisables, entre guillemets. Mais voilà, donc la fatigue, le moral, le fait de se sentir bien entouré, etc., tout ça, c'est très important et ça a des impacts, forcément. Donc, tout ce qui peut vous permettre d'avoir des impacts positifs, foncez. Voilà. Vous avez le droit de tout faire. Après, il faut voir
comment vous allez C'est ça. pouvoir le faire en dépit des douleurs que vous avez. Mais D'où comme on l'adaptation. le disait, faut expérimenter, ajuster et on peut comme ça trouver des choses positives malgré les difficultés. Tout à fait. Je vous remercie tous, tous les intervenants, toutes vos questions, les participants. Et nous étions 26 aujourd'hui connectés. Quel plaisir de voir que ce live continue à vivre et qu'il y a un réel besoin, envie de se retrouver chaque mois et de parler de ces thématiques qui fait partie du quotidien de nous tous, de toutes ces personnes qui ont donc une maladie chronique et puis de nous, l'équipe soignante qui vous accompagne, on espère, au mieux. On vous propose au mois de juin, donc le mercredi 16 juin à 18h, le prochain live avec cette fois-ci une psychologue. Donc, dès à présent et jusqu'au lundi 14 juin, vous pouvez envoyer toutes vos questions sur etp.rhumato.lrb, comme la riboisière, @aphp.fr. Et comme toutes ces lives et les précédents replays, nous vous préparerons une belle présentation et on répondra à toutes vos questions. Donc, avec une psychologue. L'impact psychologique de la maladie dans notre quotidien, etc. Toutes ces choses dont vous avez envie de parler, ce sera le mercredi 16 juin.